Dans un petit village perdu au milieu de la forêt, l'étrange s'est réveillé sans prévenir. Et les habitants de ce village se sont retrouvés dans une situation inimaginable. À un point tel que le gardien du cimetière a décidé de mener l'enquête pour essayer de comprendre ce qu'il se passait dans ce lieu. Est-ce que vous êtes prêts pour une nouvelle histoire au coin du feu ? Je suis le gardien du cimetière de mon village depuis 3 ans. Je m'en occupe avec respect et sérieux. Il est situé en plein cœur de ce village qui m'a vu grandir, qui a vu mes parents et leurs parents avant eux grandir. Il est situé dans une vallée entre deux collines couvertes par d'épaisses forêts. Une petite rivière longe la partie est du village, là où se trouve le moulin. L'église, une vieille bâtisse au style roman, trône en plein centre du village et est le lieu de regroupement pour nous tous. Le marché, les réunions du village, tout s'organise à cet endroit. Ainsi, c'est là que j'ai participé, il y a 1 an, à un grand changement dans ma façon de travailler. Une nouvelle règle que je devais suivre. Chaque corps enterré maintenant est enterré avec une petite ficelle, le reliant au-dessus de sa tombe à une petite clochette. En tant que gardien de cimetière, mon travail était de m'assurer, à l'origine, que personne ne dégradait ou manquait de respect au lieu, l'entretenir du mieux que je pouvais, et m'assurer que tout était en ordre, tout simplement. Maintenant, je devais répondre à l'appel des cloches. En effet, tout commença il y a donc un peu plus d'1 an, quand, en pleine nuit, je traversais le cimetière, comme à mon habitude, à la lueur chaleureuse de ma lanterne. La seule source de chaleur dans ce genre de métier. Le village était d'un silence total, et presque apaisant, si je n'étais pas en pleine nuit, seul dans un cimetière. La lune éclairait les nuages par l'arrière, dessinant d'élégantes lignes dans le ciel comme ces peintures impressionnistes à la mode. En passant à côté d'une tombe fraîchement remplie, j'entendis alors quelque chose. Ce n'était presque rien, à peine un soupir dans le vent, comme si quelqu'un murmurait de l'autre côté d'une rue. Mais personne n'était autour de moi. Je me souviens exactement de qui il s'agissait. Theodor Goldstein, mort 3 jours auparavant dans son sommeil. Il hurlait à l'intérieur de sa propre tombe. Je l'avais alors déterré le plus vite possible, bien que j'étais seul et armé d'une simple pelle. Quand il ressortit de sa prison de terre et de bois, il était dans un état de choc effroyable. Il pleurait, hurlait, avant de se murer dans le silence. J'essayais de le ramener à la raison et essayais d'avoir une discussion sur ce qu'il avait bien pu se passer, mais il était incapable de dire quoi que ce soit. Il était totalement silencieux. Sa famille ne comprenait pas du tout ce qui s'était passé, surtout sa compagne, et cette histoire avait mené évidemment à une enquête pour savoir si ce n'était pas une tentative de se débarrasser de lui par sa compagne. Mais à peine 3 jours plus tard, un événement nous fit comprendre que quelque chose d'étrange se passait. C'était encore une nuit où la lune était particulièrement brillante. Dans la chapelle où nous laissons les corps pour les veiller, un bruit de chute particulièrement violent me fit me précipiter vers celle-ci, avec le fusil dans les mains. Je m'attendais à des charognards ou même des pillards, mais ce que je vis fut bien pire. Albert Langstrom était décédé dans la Syrie, se situant dans la forêt à l'ouest. Il avait fait une chute qui lui avait coûté la vie. Il était mort sous les yeux de ses collègues, et pourtant, il était devant moi, dans la chapelle, entouré par les offrandes de sa famille et les bougies, se traînant hors de son cercueil. Le problème, comparé à mon expérience précédente, était qu'ici, le pauvre Albert était tombé tête la première sur la lame de la Syrie.
il avait été décapité. Pourtant le voici devant moi, se traînant sans tête. Je voyais la plaie exsangue, mais toujours affreusement écœurante, penchée vers moi, comme essayant de me regarder au travers de celle-ci. Je tournai le regard, et je voyais la tête de ce pauvre Albert qui était bloqué contre un banc. Je ne savais pas quoi faire, alors je fermai à clé la chapelle et je me précipitai au presbytère pour prévenir le prêtre de la paroisse. Quand celui-ci rejoignit la chapelle, il se signa 3 fois, découvrant le cadavre animé par je ne sais quelle sorcellerie. Le prêtre pria, demanda conseil, mais n'eut aucune réponse. Pendant ce temps, j'avais la triste mission d'aller voir la famille, enfin, la compagne d'Albert. Je ne voulais pas imposer cela aux enfants, mais je me devais d'en parler à sa femme. Helga fut très courageuse et décida de venir nous aider. Elle fondit évidemment en larmes en voyant son compagnon ainsi, mais après quelque temps, c'est elle qui trouva la solution. Enfin, elle dit à haute voix ce que je ne voulais pas avoir à dire. Il fallait brûler son corps. Si Théodore était revenu d'entre les morts comme si de rien n'était, le pauvre Albert était, lui, une vision de l'enfer, avec sa démarche désarticulée et saccadée, ainsi que cette plaie horrible. Le lendemain, nous brûlions son corps, discrètement, derrière le cimetière. Nous étions accompagnés par les prières du prêtre. À la fin du rituel, la famille put repartir en paix. Après quelques autres situations de ce genre, il fut décidé lors d'une réunion devant l'église qu'il y aurait maintenant des clochettes reliées au corps des nouveaux défunts pour que je puisse entendre et réagir. Mon rôle était de décider de qui était en état de revenir ou non. Évidemment, tous les morts ne revenaient pas à la vie. Mais la question restait la même. Pourquoi certains revenaient ? Je décidai alors de mener l'enquête sur cette histoire. Le soir, en attendant le potentiel appel d'une clochette, je fouinai dans le cimetière, essayant de trouver des réponses. Je m'étais questionné sur le sol. C'était un sol sacré, vu que c'était le terrain de l'église. Mais cela ne suffisait pas à ressusciter les morts. Je me demandais donc s'il y avait quelque chose de spécial, une plante ou que sais-je encore. Mais rien ne semblait sortir de l'ordinaire, entre les tombes et les symboles religieux. J'essayais ensuite de trouver des points communs entre tous ceux qui revenaient à la vie. Mais rien ne me sautait aux yeux. C'étaient juste d'anciens habitants du village. Je trouvais certains points communs, mais jamais entre toutes les personnes revenues à la vie. À part un détail. Ce n'était que des décès soudains. Je poursuivais mes recherches, et ça me menait à étudier les archives de la paroisse avec la bénédiction du prêtre qui n'avait pas envie de s'y plonger. J'avançais dans mes recherches quand je découvrais alors quelque chose. Environ 100 années avant nos jours, dans ce même village, un terrible incident se produisit. Un des hommes du village fut accusé, à tort, de vol. Hélas, son réflexe fut de vouloir s'enfuir. La peur avait pris le dessus en voyant la réaction du marchand. Il fut rattrapé et passé à tabac par plusieurs hommes du village. Quand sa femme vint à sa recherche, elle le découvrit baignant dans une mare de son propre sang, entouré par les hommes du village qui ne l'aidaient aucunement. Elle le ramena chez elle, mais il n'était plus vraiment lui-même. Il restait assis sur une chaise à regarder par la fenêtre vers la forêt. Les seules interactions qu'elle avait avec lui étaient quand il avait de soudaines crises de panique pendant lesquelles il pouvait devenir violent avant de se laisser tomber au sol en pleurant. Un soir, alors qu'ils dormaient ensemble, il eut une de ces fameuses crises de panique. Alors qu'il hurlait de peur, elle essaya de le rassurer, mais il se redressa et commença à l'étrangler. Elle essayait de le calmer, mais rien n'y faisait. Elle commença à se débattre, mais elle ne pouvait rien faire face à une force de dément. Alors, elle attrapa ce qu'elle trouva à côté d'elle, une Bible, et elle lui frappa la tête de toutes ses forces.
Le choc le stoppa immédiatement. Dès le contact, son regard devint vitreux, et il s'effondra juste à côté d'elle. Sans même se redresser, elle savait ce qu'elle venait de faire, et restait sous le choc, un instant dans le lit, reprenant son souffle. Elle venait de tuer l'homme qu'elle aimait. Mais rapidement, elle avait compris que l'homme qu'elle aimait était mort au pied de l'église, quand les hommes de ce village l'avaient passé à tabac sans raison. Elle écrit alors une lettre où elle expliquait en détail ce qui s'était passé, ce qui avait fait de sa vie un enfer. Puis elle ajouta à la fin de celle-ci que la patience était une vertu, dans la joie et la vengeance. Je prenais cette lettre et je l'apportais au prêtre pour essayer d'avoir des réponses. Mais il n'en savait pas plus que moi. Alors je fis le tour du village en essayant de trouver des informations qui pourraient m'aider à comprendre. C'est une vieille femme, Madame Roland, qui m'expliqua que sa mère lui parlait de la sorcière de la Schwarzwald, une femme vivant dans la forêt et dont le village avait peur quand elle était enfant. Je me suis dit que cela pouvait correspondre à notre histoire, alors je devais me renseigner et peut-être savoir ce qu'elle pouvait vouloir faire. Je décidai d'aller à la rencontre de Madame Goldstein. En arrivant, je la trouvai épuisée. Elle semblait à bout de force, physiquement et mentalement. Je lui demandai ce qu'il se passait. Elle me dit alors que depuis le retour de son mari, elle devait s'occuper de ses enfants et de lui. Il passait son temps à regarder la forêt et ne faisait rien d'autre. Une boule se créa dans mon ventre, et je lui demandai alors s'il avait des crises de terreur, s'il lui arrivait d'être violent. Elle me regarda étrangement et me répondit que non. Il restait juste assis sur une chaise. Je la remerciai pour son temps et je fis le tour d'autres maisons où des morts étaient revenus. Toutes les maisons avaient la même histoire. La personne revenait mais n'était pas vraiment là, et ne faisait rien d'autre qu'être assis sur une chaise, regardant la forêt. Je retournai alors à ma loge de gardien, et j'essayai de tout remettre en ordre dans ma tête. Toute cette histoire me paraissait illogique. La nuit tombait, et je voyais les fenêtres s'illuminer de la lueur chaleureuse des bougies. J'humais la douce odeur du feu de bois s'échappant des cheminées, quand une clochette résonna dans les allées vides du cimetière. Je prenais mon fusil et une pelle, et je partais à la recherche de la clochette s'agitant ainsi. J'errais entre les tombes, guidé par un son d'outre-tombe, devenu étrangement normal pour moi. En arrivant au centre du cimetière, je crus perdre l'équilibre en découvrant ce qui était à l'origine du tintement. Un corps flottait à l'horizontale au-dessus d'une tombe. La ficelle descendant de sa jambe rejoignait la clochette. Malgré l'immobilité du corps, la clochette tintait sans cesse dans un vacarme aigu. Je m'approchai lentement, quand le corps se jeta soudainement sur moi. C'était une femme aux longs cheveux noirs crasseux, portant une robe grisâtre, trouée, déchirée. Ses bras maigrichons s'agrippaient à moi avec une force surprenante. Ses yeux étaient enfoncés dans son crâne, ses lèvres étaient noirâtres et abîmées, son visage était creusé comme si sa peau reposait sur son crâne directement. Son haleine était fétide, et elle semblait sur le point de me dévorer. Mais à la place, elle parla. 100 années d'errance et de haine. 100 années de recherche. Tout cela pour que ce village comprenne ma souffrance. Pour que vous puissiez comprendre les monstres que vous êtes. Alors qu'elle m'appuyait contre le sol, je sentais que je m'enfonçais. Je vis alors avec horreur que le sol se transformait en milliers de vers de terre qui s'agitaient en dessous, autour et maintenant sur moi. Je la suppliai d'arrêter, mais elle rigola. La nuit ne fait que commencer. Vous paierez pour vos ancêtres et pour mon Karl.
J'entendais alors au loin des femmes se mettant à hurler. J'entendais des bruits de lutte, des fenêtres se brisant. Je comprenais ce qu'il se passait. Les morts, revenus à la vie, s'en prenaient à leurs conjoints. Alors que dans les airs résonnait le rire de la sorcière. Je sentais les vers de terre qui commençaient à percer ma peau, se glissant dans ma chair, et je hurlais de douleur. C'est alors que le prêtre du village arriva en courant. En voyant la situation dans laquelle je me trouvais, il se signa en invoquant le nom du Seigneur. Qu'a fait ton Dieu quand ces ouailles avaient besoin de lui, hein? Rejoins tes prédécesseurs, menteur, manipulateur. Elle fit un geste vers le prêtre, et des bras cadavériques et verdâtres sortirent de terre pour attraper les jambes du vieil homme, qui se mit à hurler de terreur, tandis que les mains l'enfonçaient dans les profondeurs du cimetière. Je la suppliais de me laisser partir, je lui assurais que je n'y étais pour rien, je pleurais sous elle, et elle rigola. Elle riait aux éclats, avant de m'attraper les cheveux et de m'approcher à quelques centimètres de son visage. Ton grand-père a accusé à tort mon Karl. Tu auras le pire des châtiments. Je me mis à hurler alors que je voyais le cadavre de mes proches s'approcher de moi. La sorcière se leva enfin de sur moi. Mais je n'étais pas libre. Des chaînes ardentes me brûlaient et me maintenaient au sol alors que je vis ma mère et mon père se jeter sur mes jambes. Ils commencèrent à me dévorer vivant alors que je sentais mes entrailles se remplir de vers s'agitant en moi, me dévorant de l'intérieur. La sorcière riait en disparaissant dans la forêt, se délectant des hurlements provenant des quatre coins du village, alors que le chaos qu'elle avait créé allait lentement détruire le lieu qui lui avait tant fait souffrir. La patience, la vengeance. Si la vengeance est un plat qui se mange froid, Karl a de toute évidence mangé très froid. Mais est-ce que la vengeance est légitime ? Dans cette situation, Karl et sa compagne ont vécu quelque chose d'absolument horrible qui aurait dû être condamné. Mais est-ce que revenir 100 années plus tard et s'en prendre aux descendants des criminels d'origine, est-ce que c'est réellement la bonne solution ? En tout cas, moi j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette histoire, ce que vous pensez de cette pensée. N'hésitez pas à partager la vidéo, à mettre un pouce bleu, de vous abonner, de me suivre sur les réseaux sociaux. Et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles histoires au coin du feu.